Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Jacques Séguéla. Merci de me recevoir, cher Jacques. Bonjour. Le diable s'habille en GAFA. Le coup de gueule de Jacques Séguéla. À lire absolument. Parce qu'en réalité, pour bien comprendre ce que dit ce livre, c'est que je me souviens des propos de Patrick Lelay, à l'époque PDG de TF1, qui avait fait tout un pataquès sur « Mon métier, c'est du vendre de tant de cerveaux disponibles pour mettre de la publicité ». Mais quand on voit tout ce que font les GAFA aujourd'hui avec les données, c'était un enfant de cœur à l'époque, Patrick Lelay. C'est sûr. Ce sont devenus les géants verts, mais les géants du pire, du monde des médias. Aujourd'hui, dans le Figaro, on annonce que le cofondateur de Facebook, lorsqu'il était colocataire à Harvard, de leur petite chambre d'étudiants, où est né Facebook, ils ont inventé tous les deux Facebook, et ils avaient 20 ans, aujourd'hui se retourne contre son frère d'armes d'hier, parce qu'il trouve que Facebook a passé les bornes et qu'il faut démanteler Facebook, ce que j'exprime dans mon livre. Et il y aura démantèlement de Facebook. On ne peut pas continuer à accepter que se crée un État numérique, des GAFA, des quatre grands, qui aujourd'hui égale le PIB de la France, qui dans 10 ans, 15 ans va égaler le PIB de l'Europe, et qui dans 20 ans, 30 ans va égaler le PIB du monde. Comment accepter que 4 garçons dans le vent, à partir de la Californie, puissent devenir plus puissants que l'Amérique, que l'Europe ou que la Chine, avec en plus la disposition de l'ensemble des données de pratiquement la moitié des terriens, dont ils ont le pouvoir absolu et qui peuvent manipuler par le bout du nez à coup d'algorithme. C'est absolument impossible à vivre, d'où les gouvernements qui sont en train de se motiver. L'Europe a, il y a déjà 3 ou 4 mois, est le premier continent qui a réussi d'ailleurs à avoir la faveur des 26, 27, je ne sais plus où on en est. Il y en a qui partent. Et le premier continent à avoir établi et obligé les GAFA à passer par les fourches godines de réglementation qui protègent ce que nous avons de plus sacré, c'est-à-dire nos données personnelles. Notre vie privée avec cette armée qui est qualifiée dans le livre, qui ne veut pas conquérir les sols terrestres, mais conquérir les esprits. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jacques Séguéla. Mais n'est-ce pas aussi, on pourrait apparaître comme des gens d'un autre temps, parce qu'on a vécu avant la chute du mur de Berlin, nos parents, nos grands-parents ont vécu la guerre, donc on est peut-être issus des générations qui sortent du culte du secret, et qui sont dans le culte du secret et de la discrétion. Et quand on voit aujourd'hui, c'est évoqué dans le livre, ces petits appareils Google ou Amazon qui écoutent nos conversations et nos voix, un agent de la Stasi ou du KGB qui serait à la retraite, il rigolerait, il dirait « Moi j'ai passé des heures à essayer de planquer des micros dans des faux plafonds, et maintenant c'est le gars qui installe dans sa salle à manger sa propre console d'écoute. » Oui, mais c'est la finalité qui est en cause. Alors d'abord, il faut reconnaître aux GAFA ce qu'ils méritent, qui sont en train de faire un bond technologique à l'humanité comme on n'en a jamais connu. C'est la plus grande révolution de tous les temps. Bon. Mais toutes les révolutions ont leur part de drame. Le jour où on a inventé la roue, inventé il y a 6000 ans dans les contreforts de l'Europe. Bon. On a inventé les accidents de la route. Mais les États ont inventé la prévention routière. Et donc, moi j'ai connu le temps, toi aussi, où il y avait plusieurs dizaines de milliers de morts sur les routes. Aujourd'hui, on est à 3 ou 4 000. Je demande simplement que, de même qu'il y a une prévention routière, il y ait une prévention numérique. Parce que ce qui est grave, c'est qu'il y a dans cette révolution un diable et un bon Dieu. Le bon Dieu, c'est l'intelligence artificielle. C'était écrit aussi sur la médecine, tous les progrès. Alors les progrès sont considérables. Par exemple, aujourd'hui, sur une simple photo,
on peut voir si le petit bouton que tu as là est un mélanome, c'est-à-dire si tu vas avoir un cancer de la peau ou pas. Pas le nombre de vies que ça peut sauver. Mais il y a mieux que ça. Ça, c'est une start-up américaine qui a trouvé ça, mais sur les mêmes algorithmes. Tu as une start-up française, chez nous, qui a appliqué ça à la rétinopathie, qui est le diabète de l'œil. Il y a 350 millions de terriens qui peuvent perdre la vue en quelques jours, quelques semaines. 350 millions. Eh bien, sur une simple photo de l'œil, on peut savoir s'il y a risque ou pas de rétinopathie. Quelle merveille! Mais, avec le même algorithme, il y a une équipe de Stanford qui, sur une simple photo comme celle-là, peut savoir si tu es homosexuel ou pas. Et moi, je ne veux pas de ce monde-là. Je veux du bon Dieu des GAFA, je ne veux pas du diable des GAFA. Ça, c'est insupportable, c'est impossible. Il faut arrêter ça. Si les nazis avaient eu cette technologie il y a 80 ans, on imagine ce qui se serait passé. Bien sûr, voilà. Mais bien sûr. Il y a une phrase que j'ai trouvée vraiment très intéressante, c'est ce rappel que le XXe siècle, c'était le siècle de la terreur et de la raison, le XXIe siècle sera le siècle de l'émotion. Mais finalement, le numérique, c'est l'inverse de l'émotion, Jacques Séguéla. Bien sûr, on est le siècle de l'émotion parce que c'est le siècle des médias. Et c'est le siècle des médias d'accélérer. Les télévisions 24 heures sur 24, la nouvelle de tous les côtés, toutes les plateformes de communication, et le premier média du monde qui est déjà le téléphone, qui à chaque seconde nous appelle pour nous prévenir de ce qui se passe dans le monde. Bon. Donc on est dans ce temps numérique qui accélère tout et finit même par tuer l'information elle-même, parce que trop de pub à l'époque a failli tuer la pub et trop d'infos risque de tuer l'info. Mais ta question c'était... sur l'émotion, ce XXIe siècle, mais, ça va à l'inverse de ce qu'est le numérique. Mais les médias sont la plus grande fabrique d'émotions de tous les temps. Car si je regarde bien les chaînes d'infos, qu'est-ce qu'elles font? Elles font du storytelling en permanence, etc. Elles essayent de toucher l'émotion. Elles te font vibrer. Une voiture renverse un cycliste, c'est pas à la mode, mais renverse une trottinette et on va en faire une spéciale. Donc ils ont finalement changé la face du monde, qui était un monde de raison, qui est devenu un monde de passion. La technologie, elle n'est que raison. À tel point qu'elle peut détruire l'émotion. Or l'émotion, c'est ce qui nous fait des hommes, c'est ce qui nous différencie des singes. Les singes ne rient pas. Goethe disait, si les singes s'ennuyaient, ils seraient des hommes. C'est parce qu'on s'ennuie qu'on est des hommes. Parce que finalement, les robots, comme les animaux, les robots ont le sens crypté. Nous avons le sens critique. Donc, il est absolument vital de mettre une barrière instantanée à cette possibilité de la raison de revenir troubler notre émotion qui nous a révélé au XXIe siècle. Et pour ça, il y a une formule très simple: tech sans affect n'est que ruine de l'âme, tech sans idée n'est que ruine de la publicité. Parce que la publicité pardon de toujours tirer la couverture à moi, mais voilà, c'est mon combat, c'est ma passion, c'est la femme de ma vie, la deuxième femme de ma vie, et donc je vais la défendre jusqu'à ma dernière goutte de sang. La publicité, c'est ce qu'elle a de magique. Elle crée de l'émotion en permanence, elle fait que les produits... Qu'est-ce que c'est qu'une bouteille d'eau? C'est une bouteille d'eau. Mais quand tu mets du bébé dans la bouteille, ça devient de l'évian et ça devient une source de jeunesse. Et quand tu bois un verre d'eau, tu bois un verre d'eau. Quand tu bois un verre d'évian, c'est un picouse de sérum Bogomolev que tu te fais à toi-même. Donc cette espèce de magie, de la valeur imaginaire ajoutée qui fait la puissance de la publicité et qui est là pour remettre un peu la presse à sa place, qui elle est une marchande de malheur. Car la publicité, elle est marchande de bonheur en permanence. On peut d'ailleurs lui reprocher, parce qu'elle ment par omission. Il faut savoir le reconnaître. Mais elle ne ment pas. C'est-à-dire que... elle ne ment pas. C'est-à-dire que un jour, on a demandé à Cocteau sa définition de la poésie. Il a dit, la poésie est un mensonge qui dit la vérité. C'est ce que fait la publicité. Mais elle ne dit que la vérité positive.
Elle te dit, regardez mon eau, elle va vous rendre la jeunesse, mais elle ne vous dit pas, attention, mon eau, elle est plus chère que la Christelle. C'est la limite de la publicité. Mais tout le monde est prévenu. Tout le monde sait qu'elle n'est là que pour dire du bien. Et on a l'impression que la presse, elle n'est là que pour dire du mal. Oui. Mais la publicité est finalement quelque chose de finalement très honnête par rapport à tous ces messages qui sont envoyés par ces cookies, par cette intelligence artificielle, parce qu'en réalité, c'est comme un entretien d'embauche, la publicité. On n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit de dire que l'on sait parler une langue si on ne la maîtrise pas du tout. En revanche, je peux très bien dire je suis un peu plus fluent que je ne le suis dans la réalité, c'est ça. La publicité, elle est beaucoup plus réglementée que la politique. Si les politiques étaient soumis aux mêmes règles que la publicité, il y aurait peut-être moins de scandales dans ce pays. Parce que la publicité, elle s'est toujours d'ailleurs auto-prémunie. Elle a toujours essayé de prévenir plutôt que de guérir les faux pas, car le métier de la publicité, c'est de créer la confiance entre un consommateur et une marque. Bon, pour créer la confiance, il n'y a que la vérité. Et donc, toutes les marques, qui parfois pour des petites pétouilles, je me souviens du drame de Perrier, où il y avait quelques traces de benzène dans le Perrier. Ça avait fait la une des journaux de 20 heures. Sur 10 bouteilles, ça a tué la marque. C'est-à-dire qu'il y a 2 millions de bouteilles qui ont été brisées dans la journée, et la marque a été revendue à Nestlé. Elle était une marque française, elle est devenue une marque suisse. Il y a dans ce livre plusieurs réflexions sur le transhumanisme. J'invite les lecteurs à se le procurer. J'ai noté évidemment, Jacques Séguéla, la page 165, cette charge contre les transhumanismes, avec cette référence, souvent, réflexion de Chantal Delsol. Les transhumanistes s'efforcent d'améliorer la vie présente, mais pas seulement. Le transhumanisme est une idée qui fait son chemin, et puis il y a toute une analyse pour se méfier aussi de cette réalité augmentée, de cette vie. Oui, je crois que... Ça, c'est passionnant. Il faut que l'homme accepte, du haut de mes 85 ans, je peux me permettre de dire ça, avec beaucoup de modestie quand même, se permettre d'accepter de rester un homme, à moins qu'il veuille devenir un robot, qui est d'ailleurs la finalité des GAFA. Il faudrait transformer le monde en numéro. Je suis désolé, l'autre n'est pas un numéro. L'autre est un être de chair et de sang. On a des sensations, un plaisir, un échange. Alors quel est le rêve de tous ces milliardaires du Silicon Valley? C'est qu'ils veulent créer un homme qui vivra 1000 ans. 1000 ans. Bon, allez, restons, même si on disait simplement 200 ans. L'homme va vivre 200 ans. Il va vivre où? Puisque si tout le monde vieillit, il y aura plus, compte tenu des naissances, il n'y aura plus de morts. Eh ben déjà, on est 7 milliards d'individus, on va être 10 milliards en 2050. Déjà, sur les 7 milliards que nous sommes, on arrive à en nourrir que 5 milliards. Qu'est-ce qu'on va faire quand ils seront 10, 20, 30 milliards Deuxièmement, où vivra-t-il? Il n'y aura plus de place sur la France. Il vivra sur Mars. Bon, qu'est-ce qu'il fera sur Mars? Il épousera une robote. Qui a envie de vivre 1000 ans sur Mars avec une robote? Pas moi, et j'espère aucun Français, aucun terrien normal. Là oui, on est bien mieux à vivre. Pour ça, pour des milliards et des milliards de dollars. Quand on voit à nos soucis aujourd'hui dans la presse que le patron d'Amazon a décidé dans 5 ans d'allunir sur Mars avec un gigantesque camion de l'espace. Il se prend pour la NASA, il se prend pour Trump, il se prend pour le président de l'Amérique, mieux, il se prend pour le président du monde. Ce pognon qu'il gagne, il vient de passer la barre des 1000 milliards de dollars. Est-ce qu'il ne pourrait pas d'abord l'utiliser à faire que les librairies ne meurent pas, à faire que toutes ces cathédrales du savoir, que sont les grandes librairies du monde, qu'il les protège?
C'est normal qu'ils vendent des livres par Amazon, et c'est normal, par praticité, qu'on achète un livre sur Amazon. Mais si on perd ce bonheur d'aller dans une librairie, j'étais dans ma librairie, voilà, de toucher le livre, de respirer le livre, de caresser, de peloter le livre, mais on va perdre. Déjà que les jeunes ne lisent plus, on va perdre complètement la notion. Voilà une chose que devrait faire. Et plutôt que s'adresser à Mars, qui s'intéresse à la Terre et qui met son argent dans la culture, qui met son dans l'éducation. Quand on pense qu'il y a je ne sais combien de millions de petits Africains qui n'ont pas l'argent pour acheter une pointe bic et un cahier d'écolier, qu'il y a encore des élèves en Asie qui font 1 heure, 2 heures de marche par jour, le matin et le soir, ou alors ils dorment sur place dans la classe elle-même, pour aller apprendre leur savoir. C'est là qu'il ferait mieux d'appliquer ces milliards, plutôt que par égotisme. Parce que quelle est l'autre motivation? De vouloir concurrencer la NASA. Dans ce livre, Jacques Séguéla, il y a un point qui m'a davantage interpellé, qui mérite débat, et je voulais que nous en parlions. C'est sur les fake news. Évidemment, on est tous pour lutter contre la fausse information et les fausses nouvelles. Mais en France, aujourd'hui, on est dans une époque où l'on diabolise son adversaire, et plutôt que de débattre avec lui, on dit c'est fake news. Je vais prendre quelques exemples. L'écologie, l'immigration, la fiscalité. Si en matière d'écologie, on va prendre cet exemple, les gens s'interrogent, disent le réchauffement climatique ne va pas dans la lignée que ce que l'on... Ça fait partie d'un débat démocratique. Eh ben non, on nous dit c'est fake news. L'adversaire, en France, fait tout pour ridiculiser la personne avec laquelle elle n'est pas d'accord en qualifiant ça de fake news. Donc on met ce mot à toutes les sauces. Alors c'est le mal français. Le dernier fake news qu'on a vécu, il y a une semaine, c'est le fake news de Castaner. Hein. Il y a les Gilets jaunes sont à Paris. Ils se retrouvent dans un hôpital. La patronne de l'ensemble des hôpitaux de Paris fait tout de suite une déclaration en disant « Qu'est-ce qui se passe ? On a forcé un hôpital. » Hirsch, qui est la sommité de la santé en France, enchaîne et dit « C'est un scandale, il faut réagir. » Castaner, qui aurait dû remuer cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, parce qu'un ministre de l'Intérieur ne doit jamais parler à chaud, tombe dans le piège et dit on a attaqué un hôpital. Le mot qui va faire fureur. Et il le dit de bonne foi. Sauf que c'est un fake news au départ, parce que ce n'était pas une attaque, c'était simplement un refuge. Et les fake news, ça naît comme ça. Et après, tu ne peux plus les arrêter. Et ça fait le tour des réseaux sociaux, et on en parle encore une semaine après, etc., pour simplement un mot mal placé, venu d'une information douteuse, qui n'avait pas été vérifiée. Comment la patronne des hôpitaux de Paris n'a pas téléphoné 10 fois, vous n'êtes pas allé sur place, avant de se rendre compte que c'était finalement des gens terrorisés qui cherchaient l'abri de l'hôpital, même s'ils n'avaient pas à le faire, c'était vraiment pas un crime, parce que l'hôpital est là pour recevoir tout le monde. Mais je vais prendre un autre exemple. Si cette loi existait en 2003, j'avais écrit que la probabilité que l'Irak n'ait pas d'armes chimiques, contrairement à ce qui est dit à la tribune de l'ONU par Colin Powell, j'aurais été attaqué pour fake news. Parce qu'en réalité, on sait les choses 5 ans, 6 ans plus tard. Oui. L'histoire nous le répète en permanence. Oui. Et le problème des fake news, c'est que maintenant, ils se mêlent de la démocratie. Parce que si on regarde bien les choses... Trump ne devrait pas être président de l'Amérique. Il y a 130 millions d'électeurs américains qui ont été pilonnés à partir, je ne sais plus, de la Macédoine, je ne sais plus quel pays, par 300 000 fake news pendant 6 mois. Et ça n'a pas orienté les votes, je voudrais à quoi ça a servi. Mais attention, le Brexit a été manipulé par les fake news. Et la dernière élection mondiale importante, qui est l'élection du président brésilien, elle aussi a été manipulée, certainement à partir de Moscou, par les fake news.
il ne peut pas y avoir de liberté s'il n'y a pas de vérité. Parce que la vérité, c'est la démocratie. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Obama. Il dit, mais le pire de cette engeance des GAFA, c'est justement qu'ils sont en train de détruire la vérité. Dans ce livre, cette phrase choque Jacques Séguéla sur nos malheurs du XXIe siècle. L'islamisme et le dataïsme. Data, comme les données. Oui, c'est-à-dire sont les fléaux. Oui. Le nazisme. Ça, c'était le XXe siècle. Le nazisme, le communisme, le dataïsme. C'est la philosophe dont tu parlais qui dit ça. Bon, c'est un peu. L'islamisme et le dataïsme. Notre siècle va vivre un double totalitarisme. Bon, c'est un peu outrancier. Mais moi, je suis habitué aux outrances, donc j'aime les outrances, mais je les remets quand même à leur place. Je les remets à leur place. Oui, les datas, si on n'y met pas bon ordre, peuvent changer la face du monde. Ça y est, les États en ont pris conscience. J'ai reçu une lettre d'Emmanuel Macron, dès que j'avais envoyé mon livre. Je pense même qu'elle est là. Je ne sais pas si je l'ai là. Elle est là, la lettre. Il n'est pas là, mais bon. Où il me dit, j'ai lu ton livre dans la nuit, ton combat est le bon. D'ailleurs, j'en ferai aussi mon combat. Et on a vu qu'il y a maintenant 1 ou 2 mois, il a déjà, pour la protection des copyrights et de la création, il a fait une loi, et il va aller plus loin, il va continuer. Comme je te le disais, l'Europe a créé, c'est le premier continent qui a créé une réglementation des GAFA auquel les GAFA sont obligés de se tenir. En Europe, donc il est vital que maintenant l'Amérique enchaîne, et Trump, qui est le pire et le meilleur, dans le meilleur, il est prêt à utiliser cette loi, et il a demandé à ses équipes de voir comment on pouvait aussi l'appliquer aux États-Unis. Il suffit après qu'on l'applique à la Chine, et c'en est fait de la possibilité des GAFA de continuer ce hold-up, car c'est le hold-up du siècle, de piller nos données les plus personnelles, sans notre accord, sans copyright, sans mesure, et en les négociant dans notre dos. Parce qu'on a calculé que ce que représentait l'utilisation des GAFA d'une donnée d'un Français, c'est 2 000 € par an. C'est 50 000 € sur une vie. C'est-à-dire qu'il a spolié les Français. Son âge, son niveau de vie, son statut propriétaire, locataire, tout ça, ça a de la valeur. Bien sûr. Données. Oui, mais finalement, ce sont les agences de pub qui ont laissé aussi rentrer le loup dans la bergerie. Et c'est écrit dans le livre de Jacques Séguéla. Nous sommes et complices et victimes. Parce que c'était pour nous formidable. On a dit, mais maintenant, au lieu d'avoir des médias qui arrosent, vous allez sur un journal de 20 heures, on envoie des bombardiers qui lâchent des tapis de bombes qui sont des spots. Il faut pour toucher 1 million de gens qui sont susceptibles d'acheter une voiture, on en touche 10 millions, il y en a 9 millions qui prennent ça sur la gueule pour rien. Et la publicité, évidemment, devient pestiférée. Donc tout d'un coup, maintenant, voilà que l'on peut toucher la personne que l'on veut, où on veut, au moment où l'on veut, pour lui dire le message qu'elle veut entendre. Et c'est là le message qu'elle veut entendre. Mais qui décide de ce message qu'elle veut entendre? Les GAFA. Pas elle. Et donc, on est en train de réduire le goût du consommateur, le choix du consommateur. On lui prédicte son choix. C'est très intéressant sur Netflix. Netflix, au début, 140 millions d'abonnés. C'est une plus grande réussite de ces 10 dernières années. Netflix, au début, c'était simplement des films, c'était formidable. Maintenant, quand tu as fini en film, on te dit, mais voilà ce qu'on vous propose, vous avez aimé ça, vous aimerez ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu appuies. Et au lieu de te dire, tu viens de voir un film d'amour, mais non, on va voir un film d'aventure, change un peu. On va nous remettre un film de science-fiction. Ils te remettent des films d'amour, et puis ils vont te jusqu'à finalement te robotiser, te faire devenir un monomaniaque des films d'amour. Donc c'est extrêmement dangereux. Dans la musique, c'est la même chose avec ces plateformes. Avec Spotify, on a écouté du rock ou bien Michael Jackson, on nous proposera jamais Mozart, alors qu'on peut apprécier d'écouter Mozart à certains moments. Ou le dernier, tube à la mode. Voilà, c'est exactement ça. J'aimerais terminer. Jacques, oui, il y a 2 sujets. On va terminer là-dessus.
finalement, n'est-ce pas naturel qu'il y ait des monopoles qui se constituent à travers ces GAFA, parce que dans tous les secteurs, il y a eu des GAFA. Euro, RSCG, Marcel Boston-Blanchet à son époque était un GAFA de la pub, Euro, RSCG était aussi un GAFA de la pub. Petit GAFA de quartier, hein. Bon, à l'échelon mondial maintenant, 1000 milliards de dollars. Bon, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est normal qu'il y ait 2 milliards et demi, 1000 milliards là-bas, 2 milliards et demi. Ouais, il fallait bien que je provoque un peu. On est loin du compte. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais le petit RSCG, je tempêtais contre Havas, qui étaient mes ennemis mortels, parce que justement, je les traitais de trust, qu'il fallait les démanteler. Eurocom à l'époque. Déjà à l'époque. Maintenant, je me retrouve de l'autre côté de la barrière. Mais le problème, c'est que si on regarde bien l'histoire, en 1850, un certain Rockefeller est devenu ce que sont devenus les GAFA aujourd'hui à lui tout seul. Il était le plus puissant du monde sur les deux trésors de l'époque, qui étaient l'or noir, le pétrole, et l'or vert, le dollar. C'était le plus grand banquier du monde et le plus grand possesseur de pétrole du monde. Et les autorités américaines, l'État américain, a décidé que c'était inadmissible d'avoir un tel trust, et a créé la loi antitrust de 1850, qui est toujours valable, et qu'il faut d'ailleurs appliquer aux GAFA. Et tu as vu, je commençais par te dire, que l'associé de Facebook qui a créé Facebook, lui, est pour le démantèlement de Facebook. Tout à fait, bon. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? On l'a obligé à garder un quart de ses avoirs et revendre à qui il voulait, à qui il entendait, les 3 autres quarts. Moralité, l'explosion américaine est née de ça. C'est-à-dire que ça a complètement révolutionné l'économie américaine, qui a, à son tour, révolutionné l'économie européenne et l'économie du monde. Grâce à cette loi antitrust. C'est exactement ce qu'il faut appliquer aux GAFA avant qu'il ne soit trop tard. Mais si je reprends mon exemple de la publicité, ça n'a pas empêché qu'il y ait ces grands groupes de publicité qui soient constitués, mais dans le même temps, puisqu'on est sur les quais, Jean Fellman a pu créer et lancer son agence et la développer juste à côté. Jean-Claude Boulet a pu le faire aussi de l'autre côté du bois de Boulogne. Ça veut dire que la concurrence peut naître. Mais là, avec les GAFA, c'est beaucoup plus difficile. On ne s'attaque pas. Elle ne peut pas naître contre les groupes non plus. Toutes ces agences sont mortes. Éric Bousquet est toujours là. Oui, parce que c'est une petite agence spécialisée. Voilà. Mais aucune n'a pu réussir un groupe. Nous, on a réussi un groupe, justement, en nous vendant et en nous associant au Google de l'époque qui était Havas. Et voilà. Donc nous sommes là. Ça montre bien la limite de la chose. Alors, il y aura toujours et j'espère des agences qui vont se créer et des nouveautés qui vont arriver et des jeunes qui vont prendre leur chance. Mais aujourd'hui, pour créer un groupe mondial, c'est fini, la porte est fermée. Il y en aura 5, il n'y en aura jamais 6. Si, il y aura un Chinois. Il y aura un Chinois un jour. Pour terminer cet entretien, Jacques Ségéla, je voudrais vraiment dire merci pour ce livre. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce plaidoyer pour la publicité contre les données. Et moi qui édite mon journal, m'aperçois par exemple que quand je fais ce journal, je vais voir Nathalie Baye, Michael Lonsdal, voilà. On se donne beaucoup de mal à ce qu'on appelle faire du contenu, comme on le fait ici. Oui. On se déplace. Et entre-temps, entre tous ces articles, il y a des commerçants, le boulanger, le coiffeur, le charcutier, qui met sa pub. Et je trouve qu'il y a un immense respect dans cet échange, parce qu'on attire du monde par le contenu, et la publicité, et finalement, on revient au respect de la publicité. On ne capte pas les données, on dit aux gens, voilà le boulanger dit, voilà le pain que je suis capable de faire, c'est du bon pain, évidemment, mais on ne rentre pas dans les données, on ne rentre pas dans l'intrusion. Et finalement, ce livre, c'est un plaidoyer pour le renouveau de la publicité classique, sans taper à la porte des gens et forcer leurs portes. Voilà ce que j'ai ressenti, voilà. Je voulais dire merci. C'est le combat de ma vie, et moi je voudrais finir en lisant la première page d'un livre. Ah, l'extraordinaire. Le plus important d'un livre, c'est la première page, parce que si elle ne t'accroche pas, tu ne lis pas la seconde, le livre s'arrête. Alors je la lis. J'ai reçu un jour ce mail,
venu d'une bonne âme en mal de futur. Comme je n'ai pas Facebook, j'essaye de me faire des amis en dehors du vrai Facebook, mais en appliquant les mêmes principes. Tous les jours, je descends dans la rue et j'explique aux passants ce que j'ai mangé, comment je me sens, ce que j'ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire demain. Je leur donne des photos de ma femme, du chien, de mes enfants, de moi, en train de laver ma voiture, de ma femme, en train de coudre. J'écoute aussi les conversations et je leur dis « j'aime ». Et ça marche. Il y a déjà 4 personnes qui me suivent, 2 policiers, un psychiatre et un psychologue. Mais c'est exactement ça. Oui, mais moi, quand on était jeunes, à la cour de récréation, je me souviens, j'avais quelqu'un qui me dit « veux-tu être mon ami ?» Quand on avait 8 ans ou bien 7 ans dans les cours de récréation, donc je ne me verrais pas quelqu'un dire « veux-tu être mon ami ?» Tu sais, moi, à 5 ans, sur la place de Perpignan, à côté de mes parents, il y a un petit garçon qui est venu me voir et qui m'a dit « veux-tu être mon ami ?» Exactement la formule. Je te prête mon cerceau, prête-moi ton tambour. Et là-dessus, on est allé déjeuner à la maison. C'est Jean-Claude Baudot, on ne s'est jamais quitté. On est partis ensemble faire le premier tour du monde d'une voiture et on va célébrer dans quelques jours nos 80 ans d'amitié. C'est ça la vie, le secret de la vie. Eh oui. Merci Jacques Ségala et pour ce plaidoyer aussi pour la publicité. Parce que finalement, c'est derrière ce livre, il y a aussi un message d'espoir pour les médias traditionnels qui font du contenu, qui se donnent du mal, qui se donnent du mal. Plus que jamais, on pense que la technologie va tuer la créativité. Complètement faux. Tout le monde dit que le data, c'est le nouveau média. Non! Le nouveau média, c'est l'idée. Parce qu'une data sans idée, c'est comme un revolver sans cartouche. Tu appuies sur la gâchette, rien ne sort. Donc plus que jamais on a besoin des créatifs, plus que jamais on a besoin d'idées nouvelles, plus que jamais on a besoin de passion, plus que jamais on a besoin d'émotion. Sinon, la technologie va se mordre la queue et mourir en s'achevant elle-même. Voilà. Merci. J'étais donc avec Jacques Ségala pour parler de son livre « Le diable s'habille en GAFA » aux éditions Coup de gueule. C'est chez Jacques-Marie Lafont. Absolument. C'est ça. Absolument. Voilà. Mais tu sais, pour la petite histoire, mon éditeur traditionnel, c'est Flammarion. Oui, c'est mon 32e livre, dont j'en ai édité peut-être 10 chez eux. Je lui envoie le livre. Il dit oui, c'est intéressant, mais il faudrait peut-être fouiller un peu plus. J'ai dit mais non, ça va être un cri du cœur, comme ça, rien de plus que ça. Bon. Et puis de toute façon, nous on est prêt à l'éditer, mais il faut changer de titre. Ah, j'ai dit ça, alors là, il n'est pas question de changer de titre, il est merveilleux. Non, il faut changer de titre, personne ne sait ce que les GAFA, dire maintenant les GAFA, ça devient le GAFAM, le GAFAM ceci, le GAFAM cela, etc. J'ai écouté, moi je ne veux pas changer de titre. Ça a duré pendant 1 mois. Alors au bout d'1 mois, je leur ai dit, écoutez, d'accord, je ne change pas de titre, je change d'éditeur. Je suis tombé sur Lafont et j'ai dit, mais écoute, moi, il me dit, je veux créer ma boîte d'édition, je cherche un auteur. Je dis, et tu ne peux pas savoir. Voilà. Tu tombes bien, hier j'ai quitté le mien, mais moi, je rentre avec toi, je ne veux pas être payé en droit d'auteur, je vais être payé en part de la société. Plus j'en vendrai, plus j'aurai de part de la société. Pari tenu, et voilà, c'est comme ça qu'est né Coup de... On m'a raconté cette histoire, mais je ne voulais pas la dévoiler. Mais elle est vraie. Je respecte mon éthique professionnelle et je connaissais cette histoire. Voilà. Merci Jacques Ségala. Donc, elle a acheté Le diable s'habille en GAFA et Jacques Ségala monte dans le capital progressivement. C'est génial comme idée. Voilà. À bientôt Jacques. Au Merci. revoir.